Bon, alors, merci beaucoup pour l'invitation. De facto, je ne me présente pas, mais je présente ce dont on va parler aujourd'hui, qui colle parfaitement avec le thème du séminaire, c'est les mathématiques et les mondes. Et on va prendre en considération deux phases du rapport entre les mathématiques et les mondes. La phase de l'époque moderne, qui sera caractérisée par le perspectivisme, par quelque chose qu'on peut définir perspectivisme, on va voir, et le rapport possible aujourd'hui des mathématiques et du monde par les biais, bien évidemment, de la pensée philosophique, qu'on peut appeler multiversum. Multiversum, c'est un terme tout d'abord cosmologique, élaboré à la base de la théorie des cordes, donc de la superstring theory, de la supersymmetry, de la Susy theory, mais qui est devenu large aussi, largement utilisé pour penser la multidimensionnalité de la vie et de l'expérience à l'époque moderne. Donc, on va tout d'abord faire une analyse de la perspective, non pas comme forme symbolique, comme il disait Panofsky, mais comme forme proto-symbolique, donc comme forme d'institution du Weltbild, de l'image du monde telle qu'elle est conçue à l'époque moderne. Après, on va prendre en considération la signification anthropologique de la perspective du point de vue des mathématiques, toujours à l'époque moderne. Après, on va voir comme le perspectivisme, qui est une sorte d'assomption de la perspective à paradigme de la pensée moderne, devient un paradigme philosophique et épistémique pour les sciences classiques jusqu'à la crise des fondements. Et après, on va voir qu'est-ce qui se passe si on abandonne comme il faut, par les biais des issues négatives de la fondation des sciences, le perspectivisme pour aboutir à ce qu'on peut appeler aujourd'hui multiversum. On part avec une citation d'un historien de l'art, élève de Gadamer, qui a fait une étude très remarquable, qui s'appelle Gottfried Böhm, Studien zur Perspektivität, où il dit, les traductions sont à moi, donc je les fais vite fait parce que je n'ai pas le temps d'aller à la bibliothèque ici. La genèse de l'époque moderne et l'essor de la perspective s'appartiennent intrinsèquement. Donc, à partir de l'essai de Panofsky, la perspective comme forme symbolique, la perspective est devenue un champ d'enquête qui dépasse les domaines de l'art, de la critique de l'art, et devient un thème philosophique. Comment on peut appeler ou définir la perspective comme forme symbolique? C'est vraiment la perspective une forme symbolique. Pourquoi la perspective, en ce cas-là, il est très important, il assure la forme symbolique? Pourquoi, au début de l'époque moderne, la perspective comme figure spirituelle fonde plutôt plusieurs formes symboliques que devenir une forme symbolique. On peut dire que la perspective ouvre la fondation de la science moderne en tant que telle. Il y a pas mal des essais là-dessus et des recherches. Ce qu'on appelle, en utilisant une expression de Michel Fichon, la géométrisation du regard, qui commence avec la perspective, ce sera pour nous la clé d'interprétation de l'époque moderne en tant que telle, du point de vue du rapport des mathématiques et les mondes, et de son dépassement, sous la forme justement de perspectivisme. On va articuler justement notre enquête en affirmant tout d'abord que la perspective, il n'est pas une simple forme symbolique, mais de par son opération de la géométrisation du regard de phénomène, il a une forme proto-symbolique. On va voir pourquoi on peut la définir comme ça. Définition, tranquillement. La perspective est cette technique qui permet de représenter un espace tridimensionnel dans un espace bidimensionnel, c'est-à-dire les tableaux, tout en gardant les proportions des objets et l'emplacement spatial des objets. À ce point, on pourrait dire pourquoi la perspective est si importante si elle est seulement une technique de représentation des objets. Pourquoi la perspective, selon notre définition radicalisée, n'est pas seulement une forme symbolique, mais une forme proto-symbolique.
on prend Panofsky. La perspective est la capacité de représenter plusieurs objets dans une partie de l'espace dans lesquels ils se trouvent, de telle façon que la représentation du support matériel est substituée par la représentation d'un plan complètement transparent, comme une fenêtre en verre, comme une paroi en verre. L'expression paroi en verre, il a utilisé dès Jean-Baptiste Alberti jusqu'à Léonard de Vinci et Brunelleschi dans l'élaboration de la perspective. Le problème, c'est l'importance de cette perspective et cette géométrisation de regard. On va encore, je vais sauter parce qu'on a pas mal de choses à dire, on va aller encore à Gottfried Böhm qui affirme l'évolution de la géométrie projective met de côté la vieille doctrine de l'illusion optique, ce qui était aussi connu comme anamorphose. En même temps, la perspective comme perspectiva artificialis devient le pivot de la détermination scientifique du nouveau art. Comme perspectivité, elle se place au centre de la pensée philosophique et en caractérisant la façon par laquelle l'homme se pense dans le monde. Alors, on voit déjà comment la perspective, il y a quelque chose de plus. Et dans ce sens, il y a quelque chose de plus d'une forme symbolique. Qu'est-ce qu'ils sont les formes symboliques? Panofsky reprend l'expression par Ernst Cassirer qui dit que les formes symboliques, comme par exemple le mythe, la religion, la science, l'art, et comme ça, il y a quelque chose qui n'exprime pas uniquement quelque chose à la main, c'est-à-dire un objet à la main, un présent, quelque chose de présent, mais une énergie autonome de l'esprit, il renferme en soi, il comprend en soi une énergie autonome de l'esprit, par laquelle le simple être de l'apparence reçoit une détermination particulière, un contenu, un statut idéal propre. À savoir, dans l'exemple, les mythes, dans les mythes et les objets mythiques, l'anthropologie, il a beaucoup travaillé là-dessus, quelque chose, il n'est pas un verre. Dans la mythologie ou dans la représentation religieuse et iconographique du Graal, le Graal, la coupe, ce n'est pas un verre, ce n'est pas un simple vorhandenes. Vorhanden oder Vorhandensein, c'est la même expression que Heidegger utilise dans Seinenzeit comme catégorie existentielle. Mais c'est quelque chose qui donne forme à l'apparition du réel. Donc, pourquoi dans ces formes symboliques, il faudrait mettre la perspective? Si Cassirer, il a déjà mis l'art dedans. Vous voyez, il y a une petite contradiction, parce que ici, Cassirer, il pense les formes symboliques comme une sorte de renouvellement des catégories kantiennes applicables à l'esprit historique, à l'esprit culturel. Il nomme des formes symboliques limitées, 5, 6, le langage, le mythe, la religion, l'art, la science. Pourquoi la perspective qui est une forme, une déclinaison d'une forme symbolique, c'est ça elle-même forme symbolique. Ça, c'est un problème. Et on peut la résoudre comme ça. C'est-à-dire que la perspective à l'époque moderne, ce n'est pas quelque chose qui se laisse s'inscrire dans les formes symboliques telles qui donnent l'esprit de l'époque moderne, mais il laisse se fusionner et émerger les formes modernes elles-mêmes, justement par cette idée de géométrisation. Si on prend Die Zeit des Weltbildes, l'époque de l'image du monde, je crois que ça traduit chez Heidegger nomme 5 phénomènes historiques qui caractérisent cette révolution et cette émergence de l'idée même du projet de la construction d'une image du monde. Ce sont la science, la machinerie, l'art comme esthétique, l'action humaine comme culture et la perte de Dieu, ce qu'il nomme Entgöttung. Okay? Et tout cela se laisse ramener à une idée fondamentale pour la modernité, qui n'est pas une idée fondamentale pour le Moyen-Âge et l'époque ancienne, c'est la construction. La construction du monde comme une image exhaustive, comme un Weltbild. Okay? La pensée moderne s'incarne, c'est pour ça que c'est l'attaque décisive qui prétend être décisive à Descartes,
Die Zeit des Weltbildes, l'époque de l'âge du monde, c'est l'époque moderne, parce que l'image du monde, comme description, se laisse décliner dans toutes ses formes historiques fondamentales. Donc on peut voir que tous ces genres de formes, ils ont à faire de façon radicale avec la perspective et la nouvelle idée de spatialité, donc de géométrie, que la perspective installe au sein de l'époque moderne. Pour avoir une confirmation, s'il fallait, de cette thèse, c'est-à-dire du rapport fondamental de l'époque moderne, de la science de l'époque moderne et de l'idée du sujet de l'époque moderne et l'idée de spatialité, on va citer quelqu'un d'autre qui est un des plus grands physiciens de l'époque moderne, c'est Werner Heisenberg, qui a écrit un essai en 1942 qui s'appelle Ordnung der Wirklichkeit et que Catherine Chevalier il a traduit comme philosophie, manuscrit de 1942, avec une grande introduction, vous pouvez le trouver les libraires à Paris. Au début des temps modernes, trois événements à première vue complètement indépendants les uns des autres, mais intérieurement apparentés, se succèdent rapidement dans les temps. Les premiers voyages de Christophe Colomb en Amérique, les débats entre Luther et Zwingli sur la question de savoir si les pains de la Seine est le corps même du Christ ou s'il ne fait que le signifier, et la découverte de Copernic. Vous pouvez bien remarquer que ces trois choses, aussi la deuxième, ils ont à faire avec l'espace. Ouverture de l'espace géographique et anthropologique. Il ne faut pas l'expliquer, si vous voulez, on revient dans les questions. Le troisième, c'est la marginalisation de l'homme dans un côté de l'univers, donc la reconfiguration spatiale de l'idée cosmologique d'homme, de la position cosmologique de l'homme au sein de l'univers. Et si vous voulez, Luther et Zwingli sur la question de savoir si les pains de la Seine est le corps même du Christ, c'est, on va revenir si vous voulez dans les questions, l'ouverture du nouveau espace spirituel des constructions de la société par rapport au divin. Mais ça nous prendra beaucoup de choses, beaucoup de temps à expliquer tout ça. Donc, pour synthétiser, on va citer, je ne fais pas tous les discours, on va citer deux passages de Jean-Luc Marion, qui a écrit de très beaux essais sur, trois beaux essais sur la perspective, la croisée du visible et l'invisible, qui fait référence à Merleau-Ponty, que nous allons utiliser comme passage du perspectivisme au multiverso, qui dit la perspective ne doit donc pas s'entendre d'abord ni surtout comme une théorie picturale historiquement située, donc si vous voulez dans le terme cassirérien comme une forme symbolique ou comme une simple déclination des formes symboliques, bien qu'elle le soit aussi, mais comme l'office fondamental du regard, sans quoi nous ne verrions jamais un monde. Notre regard accède à un monde, exerce son être au monde, parce que la perspective au son de l'invisible ménageant le visible, un propre des voies à travers les visibles, donc selon l'invisible. Comme nous verrons, ça c'est non seulement c'est très juste, mais donne, si on connaît aussi les parcours de Jean-Luc Marion, une piste fondamentale pour le mettre en relation à la géométrisation du regard et de l'espace qui vient, nous le verrons tout à l'heure, chez Descartes. La perspective, en bref, au-delà de son acception historiquement esthétique, travaille à la phénoménalité des phénomènes. Donc il a un caractère, une nature essentiellement phénoménologique et constitutive, et on peut dire que c'est ce qui manque à la crise du cerf, qui pense que la science galiléenne soit ressortie, se soit détachée du monde de la Lebenswelt comme si rien n'était. Non, il y a quelque chose qui la prépare justement, c'est la perspective. Donc la construction de l'espace par la perspective. Par elle, l'invisible du regard distant dispose et manifeste les chaos du visible en phénomène harmonique. Alors, comment on va voir ça? Comment la perspective travaille ces phénomènes? Ça, c'est ce qui nous intéresse. Comment, si vous voulez, la géométrisation du regard, l'homogénéisation de l'espace et l'autoposition que l'homme s'attribue dans l'espace de la perception de l'expérience, c'est fait par la perspective. On voit, on part un peu de loin, en reprenant un livre très intéressant d'un des plus grands historiens de l'art français, qui est Daniel Arras. Il y a aussi un article de Giuseppe Longo, un mathématicien, qui planche là-dessus, qui s'appelle L'Annonciation italienne, une histoire de perspective. Okay? C'est un livre magistral dans lequel Daniel Arras
Il y a aussi un autre article dans lequel Arras il montre précisément comment la perspective ressurgit de la cartographie à Florence pour des raisons politiques. Mais c'est quelque chose qu'on ne va pas aborder. En tout cas, la perspective et l'élaboration de l'espace de l'humain de la perspective à l'époque moderne, il y a une origine. Et essentiellement, l'origine consiste à penser que la perspective structure les finis, les visibles, par quelque chose qui n'est pas visible. Et cette façon de structurer les visibles par quelque chose d'invisible, il a une origine très lointaine, parisienne, Paris, 1277, à savoir les disputes parisiennes qui portent un pied à la condamnation des thèses avéroïstes. On va expliquer pourquoi. Et notamment ce dispute, c'est-à-dire les chaînons manquants entre ces disputes et la perspective, se trouve dans l'élaboration de l'idée d'infini et dans l'élaboration qu'Arras élabore dans toute sa grandeur et sa splendeur, d'un topos pictural particulier, qui c'est le topos de l'Annonciation. On va voir comment ça se passe. Et on va approcher ça du point de vue scientifique maintenant, l'histoire des mathématiques, c'est-à-dire on vient au milieu de l'histoire des mathématiques, de la relation entre mathématiques et géométrie et monde. D'ailleurs, entre nous, mathématiques et monde, sans géométrie, c'est quelque chose qui est concevable uniquement à l'époque moderne. Avant, il y a l'interface de la géométrie, uniquement pour ceux qui Descartes fera, c'est-à-dire l'absorption de la géométrie dans les mathématiques, on peut parler de mathématiques et de monde. Particulièrement important pour la genèse, on parle de... Ça, c'est un livre d'un historien de mathématiques italien, il s'appelle Paolo Zellini, il a traduit aussi en France. Il a fait un best-seller qui s'appelle Bref, histoire de l'infini. Parce que justement, l'infini comme invisible, c'est quelque chose qui va structurer les réels, c'est-à-dire les visibles. Particulièrement important pour la genèse de l'infini actuelle est la 29e des thèses condamnées par l'évêque Tempier 1277, qui se laisse ramener à la possibilité que Dieu pouvait actualiser et maintenir l'infinité dans les mondes du devenir. C'est-à-dire, le maintien, la main de Dieu qui rentre dans les mondes. Nécessairement par un miracle. Ça. Qu'est-ce que ça signifie la condamnation de ces thèses? En premier lieu, il était officiellement déclaré que l'intervention immédiate de Dieu dans le monde était cohérente avec sa nature finie. De cette façon, la voie est ouverte pour des thèses et pour des preuves sur la présence de l'infinité actuelle et potentielle dans le monde. Vous entendez déjà résonner les rapports entre monde et infini qui résonnent dans la méditation cartésienne. C'est un écho lointain, mais en fait, on est déjà dans cette nature-là. Et on va voir pourquoi. Autre chose, s'il nous fallait assigner une date à la naissance de la science moderne, ça c'est une autre historienne, grande épistémologue français, nous choisirons sans doute cette année de 1277, où l'évêque de Paris proclama solennellement qu'il pouvait exister plusieurs mondes, multiversum, qui après il s'est occulté, reprise dans l'Église, et que l'ensemble des sphères célestes pouvait sans contradiction être animé d'un mouvement rectiligne. Pierre Duhem étude sur Léonard de Vinci, c'est-à-dire quand Pierre Duhem étude la figure de Léonard de Vinci, il s'en doit d'aller 2 siècles en arrière pour comprendre d'où il vient la genèse de l'époque moderne. Et voyons maintenant comment la perspective et le topos de l'Annonciation, ils font une sorte de travail de préparation de ce qui sera la mathématisation du monde de la science moderne. Ici, on a une des grandes annonciations de l'époque moderne, c'est-à-dire celle de Lorenzetti à la moitié du IIIe siècle. On lit encore Panofsky. Ce qui fait l'importance de la peinture d'Ambrogio Lorenzetti est tout d'abord que les lignes orthogonales du carrelage sont ici orientées pour la première fois vers un seul point. Ici. Sans doute avec une intention mathématique déterminée, pour la découverte du point de fuite, comme image du point infiniment distant de toutes les lignes orthogonales,
est, en un certain sens, les symboles concrets pour la découverte de l'infini à lui-même. Évidemment, il n'y a pas d'infini dans le monde aristotélicien du Moyen-Âge, et il y a un apeiron qui n'est pas un infini comme nous le concevons dans l'époque ancienne. Donc, l'infini, l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est la découverte des mathématiques modernes, et c'est en relation au monde, ce n'est pas une spéculation aléatoire des mathématiques. Voyons une autre scène. Cette fois, on est un siècle après, donc on va faire des grandes étapes. C'est Gentile da Fabriano, Annunciazione, qu'il est à la Pinacothèque du Vatican à Rome. Maintenant, il faut donner ici une idée concrète d'infini. On a travaillé, on a assimilé de façon même inconsciente l'idée que l'infini puisse arriver dans le monde. Quelle est la première manifestation de l'infini dans le monde, de la puissance infinie de Dieu? On remarque encore Descartes qui résonne dans le monde, c'est l'incarnation. C'est-à-dire l'Esprit Saint, Dieu qui par l'Esprit Saint donne lieu à la naissance de son Fils dans le ventre de la Vierge. La chose très intéressante ici, c'est tout un petit tableau, on peut dire même pas révolutionnaire, c'est un tableau classique qu'on trouve dans les musées. Mais la chose qui est intéressante ici, c'est qu'ici il y a une conjonction, c'est-à-dire il y a une mise en image de l'infini dans le visible. La mise en image, ça s'est fait maintenant de façon matérielle, ou dans le jargon de la peinture matérique, parce qu'en fait, ces rayons-là, c'est un rayon en or, c'est-à-dire le matériel le plus noble et le plus inoxydable, qui n'a rien à voir avec la nature matérielle des couleurs qui composent la scène. On voit une autre scène pour aller un peu à la substance philosophique de la chose. Maintenant, on a une scène magistrale qui est l'Annonciation de Carlo Crivelli, qui est à la National Gallery, et qui est un miracle d'art pictural et perspectiviste. Et on va voir en quel sens. Vous voyez ici, il y a tout un tas de scènes. Il peut apparaître une chose très baroque. En fait, c'est l'Annonciation avec Saint-Émidius, c'est-à-dire la même scène du rayon, mais voyons comment elle est composée. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait avec l'infini et les mathématiques. On voit. Alors, ici, on a trois fois deux scènes différentes. Il y a la vie domestique close, c'est-à-dire la maison très humble de la Vierge représentée comme toute close. Il y a la dimension urbaine qui va en profondeur. Il y a deux événements historiques, c'est-à-dire l'Annonciation, qui est représentée ici par les rayons, par l'oiseau, ici. Et après, il y a l'Annonciation de la liberté de la ville d'Ascoli Piceno par les colons, les pigeons voyageurs qui annoncent la nouvelle. Et aussi, il y a une sorte de dépendance, première dépendance, on est presque avant la réforme protestante, donc c'est quelque chose de très intéressant, de la vie civile de l'Église. Parce qu'en fait, Saint-Émidio, c'est ceux qui fait le patronage auprès de l'Église pour donner l'indépendance à la ville du pouvoir séculaire de l'Église. Vous disiez, qu'est-ce qu'il y a à faire? En fait, toute cette scène, ils ont tenu ensemble, optiquement, on va voir les chaînes, sont tenus ensemble par la parallèle de la diagonale ici, qui c'est le rayon du Saint-Esprit, qui connecte les deux scènes, c'est-à-dire la scène civile et la scène, l'espace civil de la ville et l'espace clos de la vie privée. Donc, la vie, la politique et la vie privée, la prière. L'histoire universelle de l'incarnation et l'histoire civique, l'histoire humaine, les hauts et les bas. Okay? Vous voyez que ces rayons, en fait, ils tiennent ensemble tous les éléments de la scène. Et vous disiez, mais qu'est-ce que c'est ça? En fait, ça, c'est c'est ce qu'on appelle en peinture un trompe-l'œil, parce que c'est la génialité de Crivelli. Géométriquement, cette scène, c'est impossible. C'est-à-dire, ces rayons, il n'a pas lieu d'être. Au sens où, si on fait une projection avec la perspective, on peut le faire. On a un rayon qui vient d'ici, mais en fait, donc vous avez une ligne ici, un rayon en ligne droite. Mais, si on trace la perspective du rayon, il devait faire comme ça. Donc c'est impossible.
c'est un impossible qui se manifeste dans les visibles. C'est un impossible, c'est quelque chose de transcendant qui se manifeste au sein du fini. Et donc, ce qui nous reste à faire, c'est de déterminer ou saisir en quel sens tout ce jeu de perspectives, ce jeu géométrique constitue l'époque moderne telle que nous la connaissons. Toujours Daniel Arras, cette annonciation constitue un cas exceptionnel de cette pratique où la logique perspective du monde, qui fait que la matérialité du monde, selon sa sensation normale, est contredite par la mise en place incongrue d'un ou plusieurs objets porteurs de la grandiose invraisemblance du secret, c'est-à-dire une sorte de transposition 2 siècles après de ce que l'évêque Tempier il avait déterminé par voie dogmatique. Et pour saisir un peu ça, on peut faire 2 exemples, mais surtout un exemple pour voir comment cette idée d'infini, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors du réel, mais constitue le réel lui-même. On est dans le discours sur le plus grand système des sciences ptoléméen et copernicien. Et à un certain point, Salviati, qui est le porte-parole de Galileo, explique à Simplicius comment l'infini il est partout et surtout dans les visibles. Il y a une sphère et il dit, vous ne pouvez pas penser cette sphère si vous ne pensez pas qu'elle est appuyée sur un point infiniment petit. Okay? Donc, chez Galilée, il n'y a pas seulement l'extension de l'idée d'infini comme trajectoire infinie dans les principes d'inertie, mais aussi l'infini, c'est dans les rapports géométriques minimales des choses. Vous tracez par un point des lignes infinies. Dans le monde aristotélicien, ce n'est pas possible, ou dans le monde ancien, ce n'est pas possible de penser l'infiniment petit. Pourquoi? Parce que le point, ce n'est pas un point idéalisé. C'est un point matériel. C'est stigme. C'est autre chose. C'est la trace du pointage lui-même. Vous devez penser, un exemple un peu bête, des géomètres grecs qui font la géométrie sur le sable de la plage. C'est assez sublime. Il y a aussi Gadamer qui parle là-dessus une fois. Mais, en tout cas, c'est ça le stigme, c'est les pointages. Il n'y a pas des lignes sans épaisseur, des plans sans épaisseur, des points sans épaisseur. D'où il vient ce épuisement de l'épaisseur de la matérialité mathématique par rapport au réel. On ne voit pas des choses sans épaisseur dans le réel. Et pourtant, on pense qu'un point soit sans épaisseur. Donc il y a une sorte de d'institution symbolique de l'infini, infini extensif, extinctionnel, actuel, et de l'infini intentionnel, ce qui sera la révolution leibnizienne, mais préparée par Descartes, et la perspective, c'est-à-dire une sorte de superposition, d'inversion des priorités entre les visibles et l'invisible. Quelque chose qu'il y a à faire avec un caractère, un phénomène, une opération qu'on ne va pas malheureusement pouvoir explorer aujourd'hui, que c'est l'homogénéisation de l'espace. On lit justement Cassirer, c'est un des livres les plus éclairants si vous voulez lire Leibniz et Descartes, Leibniz-System in seine wissenschaftlichen Grundlagen, c'est-à-dire le système de Leibniz dans ses fondements scientifiques, dont la première partie c'est sur Descartes, où on dit, chez Galilée, l'infini était devenu les principes des connaissances de la détermination du fini. Si vous posez, vous faisiez l'expériment mental de la perspective, la position des points de fuite qui va à l'infini, c'est l'acte fondamental de la construction du visible. Si vous dessinez, vous faites la peinture, et vous voulez la structurer, pas comme Cézanne par exemple qui déstructure la perspective, mais en faisant perspective, la première chose que vous faites, c'est poser les points de fuite à l'infini. Sinon, la perspective, ça ne se construit pas. Et donc, avant d'avoir les visibles, les formes, c'est-à-dire les Gestalten, vous avez une structure linéaire qui structure les visibles, les couleurs. Et tout d'abord, vous avez un infini qui doit être posé
et au ipso pour avoir la structure du visible. Ça, c'est la forme, si vous voulez, de la forme proto-symbolique de l'invention de la science moderne. On va voir autre chose, on va considérer autre chose, et notamment cela, la perception, et on sait que les systèmes aristotéliciens, la cosmologie aristotélicienne, mais aussi les mathématiques classiques qui étaient héritées par Aristote, ne connaît pas l'idée d'infini. Il connaît l'idée d'indéfini, mais pas d'infini. Ce que Descartes il va dépasser dans les méditations. Justement. Elle est en elle-même bornée dans certaines limites spatiales imposées par notre faculté de percevoir. En relation avec l'espace perceptif, nous ne pouvons même pas parler d'homogénéité et d'infinité. On n'a pas un espace homogène, on ne vit pas dans un espace homogène. On ne vit pas dans un espace réticulaire où toutes les choses sont faites. C'est la révolution, par exemple, qui veut faire, on le verra, Merleau-Ponty en interprétant Cézanne contre l'espace homogène de la perspective. Le fondement ultime de l'homogénéité de l'espace géométrique est que tous ces éléments, les points qu'ils ont conjoints, sont des simples déterminations des positions. Et si vous voulez, je ne sais pas si c'était expressément dans l'esprit de Panofsky, mais en fait, ça semble un commentaire parfait de certains passages des règles la direczione Mingeni, de la dioptrique, surtout des principes de la philosophie. L'espace géométrique est que tous les éléments, les points qu'ils ont conjoints, sont des simples déterminations des positions, qu'ils n'ont aucun contenu intrinsèque indépendamment de cette relation, c'est-à-dire la position qu'ils occupent par rapport à tous les autres. Leur réalité est épuisée dans leur relation réciproque. Il s'agit d'une réalité purement fonctionnelle, non substantielle. Okay? C'est-à-dire, les éléments dans un espace homogène, ils sont déterminés par des fonctions. Vous avez déjà anticipé par la perspective l'idée d'une mathématique fonctionnelle qui se développe par des fonctions. Bien évidemment, ici, Panofsky, il a à l'esprit l'essai magistral de Cassirer, Substanzbegriff und Funktionbegriff, c'est-à-dire où on interprète la naissance de la science moderne comme prévalence de la fonction sur la substance, ou l'épuisement de la substance dans la fonction. Mais en tout cas, en tous les deux cas, Panofsky et Cassirer, on a affaire avec les génies de Descartes. Sont quoi? Et justement, on a Descartes. Dans la lettre magistrale à Chanoux, Descartes décrit beaucoup plus que sa philosophie, mais toute son idée d'homme et d'anthropologie. Il résume ce qu'il arrive dans la troisième méditation cartésienne, c'est-à-dire quand Dieu il apparaît non seulement comme puissance infinie qui peut créer aussi les vérités mathématiques, mais comme idée de l'infini lui-même. C'est-à-dire l'idée de l'infini, c'est la trace que Dieu laisse dans la créatorité de l'homme. J'ai dit que la notion que j'ai de l'infini est à moi avant celle du fini. Donc, on peut dire ça on peut analyser ça, l'on fait de façon purement philosophique. En fait, ce n'est pas vrai. Parce que si vous faites même de l'algèbre linéaire ou de l'analyse, vous devez avoir à faire avec une représentation de l'infini pour la faire. Si ce n'était que pour poser les axes. Les trois axes cartésiens présupposent, et au ipso, qu'une idée de l'infini soit avant celle du fini. Donc, je ne dis pas que la métaphysique de Descartes soit entièrement dépendante de sa géométrie, mais en tout cas, elle sert aussi de fondation de la géométrie qu'il invente. Et non par hasard, nous avons chez Descartes une dioptrique dans les essais qui suivent le discours de la méthode et qui pose la première esquisse, les premiers éléments métaphysiques de sa pensée, les cogito. On a la dioptrique, qui est une dioptrique complètement modélée sur la perspective moderne. On sait que Descartes connaît la perspective moderne et en fait fait la dioptrique et développe la dioptrique avec l'esprit de la perspective moderne,
qui avait servi aussi à Galilée pour déterminer les ombres et les irrégularités des corps célestes. Après, il y a la mathématique cartésienne. Après, il y a les méditations. Donc, qu'est-ce qu'il arrive avec la perspective? Pourquoi l'espace est homogénéisé? Vous voyez ici, proto-homogénéisé, c'est-à-dire homogénéisé de façon géométrique, mais non homogénéisé encore de façon mathématique et philosophique. Vous voyez ici l'annonciation classique, c'est-à-dire ça c'est une œuvre encore iconographique dans laquelle la perspective ça rentre pas, une œuvre complètement appartenante, disons, au code iconographique de Moyen-Âge tardif. Ici, si vous décomposez la peinture, il n'y a pas d'homogénéité spatiale. Il y a déjà des divisions spatiales qui sont situées dans la matière elle-même, c'est-à-dire dans la structure de la peinture. Donc il n'y a pas une surface neutre, il n'y a même pas une surface, il y a vraiment un construct, c'est-à-dire une structure de l'espace, pas un espace construit. Structuré par quoi? Évidemment, par la dimension théologique. Et après, vous avez une orientation verticale de l'espace. Ok? Donc, vous avez une sorte d'orientation du regard qui va, ici, par des dynamiques aussi kinesthésiques, d'ici, et qui met en relation cette double pyramide qui structure le centre de la scène. Considérons maintenant une autre peinture, et peut-être on va arrêter avec les peintures, on en a 2, 3 encore, mais, qui change complètement la donne, par laquelle on voit comment l'espace devient homogène, et c'est une peinture de Piero della Francesca qui est l'inventeur avec Brunelleschi de la perspective, duquel Vasari, dans l'histoire de vie de peintre, dit que c'était le meilleur géomètre de son temps. Ce n'est pas par hasard que des gens en contact dans le milieu culturel dans lequel il y a Piero della Francesca traduiront les éléments d'Euclide qui seront amenés à Paris et ils feront la révolution de la géométrie projective. Voilà, même scène, complètement la même scène, toujours l'annonciation. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de verticalité, même si la structure matérielle est verticale, mais la structure iconographique de la peinture, c'est horizontal. C'est-à-dire, il n'y a plus de relation entre le haut et le bas et de structuration vers le haut, mais de la structuration en profondeur. Ça veut dire qu'il y a un espace de profondeur, un espace de largeur et un espace d'auteur qui sont les mêmes. Ils ont les mêmes règles, qui suivent les mêmes règles. Et ici, on a affaire avec quelque chose dans laquelle j'ai mentionné, c'est-à-dire la disparition du support matériel de la peinture et l'idée même d'une ouverture sur l'espace, qui est le même espace de l'observateur, par laquelle l'observateur, il est tout de même excédent. Je trace ou j'esquisse un carré, lequel je considère être une fenêtre ouverte par laquelle j'observe ce qu'ici sera peint. C'est-à-dire, l'idée de la perspective, c'est ouverture complète de l'espace, homogénéité. Donc, le support matériel n'est rien d'autre qu'une fenêtre en verre. Donc, égalité des espaces dans tout azimut, dans toute dimension. Après, structure de la perspective, comme on l'a vu, c'est-à-dire où les objets ils seront peints et comment ils doivent être peints selon des règles géométriques exactes, et après, la peinture elle-même, c'est-à-dire les couleurs. Il y a un phénoménologue, Klaus Held, qui a fait récemment un article un peu de répétition sur ce qu'il dit Merleau-Ponty, sur Cézanne, où il dit que dans la perspective, la couleur vient désacraliser. Parce que justement, la couleur vient comme dernier point, dernier moment de la construction de la peinture. Donc la matérialité, et c'est ce qui fait aussi que dans l'époque moderne, dans l'époque de sciences complètement géométrisées, les qualités sensibles, ils ont dépaupérisé pour mettre en second plan par rapport à ce qu'on peut décrire selon des rapports précis, c'est-à-dire la géométrie. Ce qu'on lit d'ailleurs dans l'esthétique, au début de l'esthétique transcendantale de Kant. Bon, on a vu maintenant
comment le réel il est réduit à des formes géométriques. Vous voyez, ça c'est une présentation de géométrie moderne, de géométrie perspective moderne. Ça, c'est l'image que Dürer fait de la perspective. Mais on a la réduction de la solidité, de la matérialité, de l'objectivité du monde à des formes géométriques. Ça, c'est en fait l'idée proto-symbolique que l'espace fait, de que la perspective fait de l'espace. Juste la dernière chose iconographique, et après on va arrêter. L'espace homogène, l'espace homogène, c'est l'espace dans lequel les règles géométriques vaut partout, sans exception, pour lequel j'ai une mathématique qui maîtrise ces règles, qui n'a pas d'exception, il n'a pas de fin, ici, en haut, en bas, tout le même. L'espace homogène n'est donc jamais espace donné. C'est un espace engendré par une construction. Ainsi donc, le concept géométrique d'homogénéité peut très exactement être exprimé par les postulats selon lesquels, à partir de chaque point de l'espace, il est possible d'effectuer des constructions semblables en tous les lieux et dans toutes les directions. Ça, c'est presque banal, mais c'est l'idée qu'on a, c'est les concepts opérateurs qu'on a quand on fait la géométrie cartésienne. Un expériment mental très simple, vous faites de la géométrie ou de l'analyse, okay? Imaginez à penser, passant par l'impossible, que cet espace décrit par les axes cartésiens ou par les formes algébriques ici dans l'espace cartésien soit limité quelque part. C'est-à-dire, jusqu'à un certain point, il y a un espace, et jusqu'à l'autre point, il y a un espace. C'est pas possible. L'espace doit être homogène pour faire ce genre de géométrie. Il y a une distinction numérique, il y a des objets qui sont limités dans une certaine portion de l'espace, mais l'espace lui-même, ce n'est pas limité. Parce que sinon, je n'ai pas la succession des objets, je n'ai pas les mouvements homogènes des objets, et tout un tas de choses. Ce qu'il est impossible dans la science avant Descartes, avant Galilée. L'espace est dishomogène. Dishomogène structuré par la matière qui l'abrite ou le construit. Les sphères célestes, les cristals, etc., etc. À présent, c'est-à-dire avec la perspective, l'espace est conçu comme, ça c'est très intéressant, j'ai pris de retenir deux concepts. Un, les parois, c'est-à-dire la peinture comme une fenêtre. La seconde, c'est la multiplicité homogène correspondant à l'infini actuel. Bien évidemment, sur votre papier, vous n'avez pas l'infini actuel, mais la flèche elle-même, c'est ce qui représente l'infini actuel de cette dimension. Parce que par la fonction successeur, vous pouvez aller à l'infini. Donc, si vous posez un nombre quel qu'il soit, il est toujours inscrivable sur cet axe. Et voilà Descartes. Si l'espace est homogène, tout est représentable dans l'espace homogène. Non seulement les caractéristiques géométriques, parce que bien évidemment Descartes Galilée, mais surtout Descartes, il n'invente pas sa géométrie pour décrire des parallélépipèdes. Ce qui l'intéresse, c'est l'accélération, c'est la force, ce sont les trajectoires, des choses qu'on ne voit pas dans les dimensions des choses. Donc l'espace vient avant, les choses viennent après, parce que par l'espace, il a une capacité de description et de constitution du monde phénoménal beaucoup plus puissante que la description gestaltique de la forme des choses. Per dimensionem nihil aliud intelligimus quod modum et rationem secundum quod aliquod subjectum, un sujet quelconque, consideratur esse mensurabile. L'objet, c'est la chose, c'est la raison par laquelle on parle de res extensa, parce que l'extension, c'est mesurable. Pourquoi elle est mesurable? Parce qu'on a un outil géométrique infiniment puissant qui nous permet de mesurer cette extension. Ad ut non solum, je dois traduire? Oui. En vertu duquel non seulement la longueur, la largeur et la profondeur sont des dimensions du corps, mais aussi la gravité, c'est une dimension du corps.
C'est-à-dire, si je pose comme coordonnée la masse et une autre variable, je calcule la gravité. Donc même la gravité, il est inscrivable dans un espace algébrique. Gravitas sit dimensio, secundum quam subjecta ponderatur, celeritas sit dimensio, modus et alia eius modi infinita. À savoir, uniquement dans un espace homogène, et dans une représentation complètement cohérente et homogène de l'espace, je peux représenter même ces réels qui excèdent la vision. Parce que la celeritas, la vitesse, je ne la vois pas. J'ai une fixation de la vitesse par des rapports fonctionnels entre des valeurs d'espace et de temps dans un système coordonné d'axes cartésiens. Ok? Voilà pourquoi Descartes dit que tout est dimension, et non seulement les dimensions tridimensionnelles du corps solide, c'est-à-dire du cube que je vois ou que Dürer décrit. Donc vous voyez que Dürer, qui décrit les corps de façon géométrique, c'est quelque chose qui anticipe Descartes, sans pour autant déterminer sans pour autant dire que Descartes subit passivement la perspective ou la proto-révolution de la perspective en la radicalisant infiniment. S'il fait les passages à l'infini des dimensions possibles des descriptions du monde, ce n'est pas rien. Et pour cela, il a besoin de sa métaphysique. Si tandem cogite, si donc nous pensons qu'aucun point dans le monde soit immeuble, par là, nous concluons que rien est aucun lieu est permanent de la chose, sinon celui qui vient déterminé par notre cogitation, à savoir perte des repères de toute fixité ontologique du monde. Je traduis de façon barbarique du point de vue langage cartésien dans notre contexte, mais le problème c'est ça. Ce qui est immeuble est la fixation que je donne de la chose, et non pas la chose. Il n'y a pas de façon sans mouvement dans le monde, parce que justement il n'y a pas de barrière entre l'espace. Ça, c'est ce qui fait ainsi que la construction perspective prépare celui-là, parce que la potentialité des représentations de la perspective par rapport à l'iconographie ancienne fait ainsi que je peux représenter des espaces très grands, des mouvements très grands, des architectures très grandes, sans limite de représentation. Le sans limite de représentation se fixe ici, justement, dans le principe de philosophie de Descartes, comme le point d'achèvement d'une révolution qui commence, on peut dire, 2 siècles avant. Et voyons pourquoi. Parce que la perspective, en fait, il fait une sorte de dilatation des niveaux d'expérience du réel. Et on pourrait aussi parler de cette expérience de dilatation, c'est-à-dire, il pense les réels comme faits selon des couches différentes. Bien évidemment, il y a les couleurs, il y a les personnes. Vous voyez, là, c'est une scène, c'est une des meilleures peintures de la Renaissance, mais en tout cas, si on veut banaliser, c'est une scène classique comme celle d'avant. Il n'a rien à voir, il n'a rien à voir de plus. Et ce n'est pas ça. Du point de vue de l'interprétation philosophique de l'histoire des sciences, c'est qu'il y a à voir de plus, c'est justement la structure géométrique qui ordonne les figures et qui fait ainsi que ces figures, c'est-à-dire la concrétude des figures, ait un sens par rapport à la construction qu'on leur donne. Ce qui est un caractère distinctif de l'époque moderne. Si vous lisez un livre, c'est très important sur la géométrie et l'époque moderne, c'est de David Lachterman qui s'appelle The Ethics of Geometry, où on considère toute l'évolution de la géométrie et de l'époque moderne, fondée sur la géométrie, comme esprit de construction, qui arrive jusqu'à la crise des fondements des mathématiques et, de notre point de vue, à la phénoménologie. Et voilà, ça, c'est ce que nous voyons, mais ce n'est pas la structure du réel. La structure du réel, c'est ça. Ça, c'est la décomposition iconographique de la peinture,
qui fait ainsi que les choses, ils sont peints comme ça, c'est-à-dire, dans la traduction ontologique, ils sont comme ça parce qu'il y a une structure géométrique derrière qui mesure et détermine, qui détermine et laisse mesurer les correspondances entre les objets. En ce sens-là, la perspective a une forme symbolique du point de vue de la saisie de l'homme moderne du réel, et une forme proto-symbolique parce que c'est cette procédure-là, infiniment infinie, qui fait ainsi que la science moderne puisse se constituer en tant que telle. Et justement, cette idée de désacralisation, de mise en suspens de la valeur matérielle des choses, de la valeur ontologique concrète des choses, comme elles sont vécues, la mise à l'écart de toute dimension du vécu par rapport à la calculabilité, une expérience, une preuve sur toute, vous ouvrez l'esthétique transcendantale de Kant, en fait, premier alinéa, analyse, c'est-à-dire analyse au sens de coupure de l'intuition en trois niveaux, l'intuition comme impression, l'intuition comme résultat de l'impression, qui est de l'impression sensible, matérialité et formalité de l'expression, dans trois alinéas minimum, quand il dit ce qui nous intéresse c'est l'espace-temps comme quantité homogène, il le dira après, comme quantité homogène parce que ça nous laisse déterminer ce qui apparaît selon des rapports précis. Nach gewissen Verhältnissen. Et à la fin de cette parabole qu'on va voir, Merleau-Ponty, de façon phénoménologique, attaque via Cézanne la perspective, mais bien évidemment attaque la vision ontologique qu'il y a derrière la perspective, c'est-à-dire celle d'un sujet cartésien complètement excédent du réel. L'œil et l'esprit sont en fait la fusion entre ces deux pistes de lecture. La science manipule les choses, bien sûr manipule les choses parce qu'il construit l'espace dans lequel les choses doivent se placer et il les met justement dans l'espace où il a décidé de les placer et renonce à les habiter. Elle s'en donne des modèles internes, les modèles géométriques algébriques, et en opérant sur ces indices ou variables, parce que les transformations permises par leur définition ne se confrontent que de loin en loin avec les mondes actuels. Elle a toujours été cette pensée admirablement active, constructive, ingénieuse, désinvolte, c'est parti pris de traiter tout être comme objet en général, objectum purum et simplex, ce qui dit Descartes, objectum pure matheseos, ce qui démarre la tradition de la mathésis universalis à l'époque moderne. Okay? Objectum purum et simplex. Avec Kant, Gegenstand überhaupt. Objet quelconque. Il y a un livre de Frédéric Neff, L'objet quelconque, qui parle de la parabole, disons, de cette idée ontologique. On ne peut pas tout le temps être d'accord, mais c'est un livre qu'il faudrait lire. C'est-à-dire à la fois, pardon pour l'accent, comme s'il ne nous était rien, et s'est trouvé cependant prédestiné à nos artifices. Bien évidemment, parce qu'on a décidé par avance où il doit être, quel doit être, et quelles sont ses qualités primaires et secondaires. Donc il n'impacte pas la vie et la corporéité, Lebendigkeit du sujet. Comme tout serait plus limpide dans notre philosophie, si l'on pouvait exorciser ces spectres, en faire des illusions ou des perceptions sans objet, en marge d'un monde sans équivoque. La dioptrique de Descartes, ce qui lie le discours de la méthode, la position métaphysique du cogito et sa mathématique, et cette tentative, c'est le bréviaire d'une pensée qui ne veut plus hanter les visibles et décide de les reconstruire selon les modèles qu'elle s'en donne. Il vaut la peine de rappeler que ce fut cet essai et cet échec. Et évidemment, Merleau-Ponty parle après une certaine période, et la période dont il parle, c'est justement la parabole ascendante et descendante de l'ontologie moderne et de la description géométrico-mathématique de l'ontologie moderne qui arrive à son fin avec la crise des fondements des sciences. Et à l'intérieur de cette
parabole, on trouve l'idée même qui est l'idée d'un perspectivisme. Qu'est-ce que c'est le perspectivisme? Le perspectivisme, c'est le champ de la vision qui dépend de l'observateur. Les capacités structurantes de l'observateur, c'est la révolution copernicienne. Ce n'est pas par, je ne veux pas m'autociter, mais ce n'est pas par hasard qu'on peut aisément interpréter, non seulement de façon philosophique, audace, mais de façon historique, la théorie du schématisme de Kant et la déduction, notamment la seconde déduction, comme une réponse, une élaboration d'un autre essai de perspective magistrale qui était celle de son maître, qui était Heinrich Lambert. Blumenberg dit ça, par exemple, dans ses écrits sur la philosophie moderne. C'est le seul, d'ailleurs. Et justement, on revient au début, on revient à Heidegger, qui critique les subjectivismes modernes et les perspectivismes modernes, en disant, par là, c'est-à-dire par cette homogénéisation de l'espace, par les projets de la conception d'un Weltbild, l'homme se pose non pas dans la scène, parce que quand vous êtes dans une dimension perspectiviste, vous posez la scène, mais vous n'êtes pas dans la scène du monde, sur la scène du monde. Vous êtes en tant qu'observateur excédentaire. C'est la seconde voie par laquelle on peut lire les Meninias de Velázquez par rapport, de façon alternative, à Foucault dans Les mots et les choses. Mais en tout cas, l'homme se pose comme la scène, c'est-à-dire l'instituteur de la scène, dans laquelle les temps se laissent continuellement vorstellen, représenter, présenter, c'est-à-dire doit être une image. La mise en image du monde par rapport à l'institution de la scène qui est philosophiquement interprétée la scène du champ ouvert par les sujets et déterminée par la faculté cognitive du sujet. Uniquement en ce sens-là, il se donne en général quelque chose comme position de l'homme. Évidemment, position de l'homme, c'est une référence à Scheler, mais le problème c'est ça. C'est l'homme qui se pose en se posant comme excédentaire à la scène qu'il décrit, c'est-à-dire la scène du monde. C'est-à-dire comme un point d'Archimède à partir duquel le monde doit être tel et sa représentation doit être une image cohérente. Le mot qui ressemble tout cela au début de la science moderne, comme manifesto de l'institution de la science moderne, c'est l'idée du cosmothéoros que nous trouvons dans le Novum Organum de Francis Bacon. Okay? Cosmothéoros, c'est la vision purement spéculative dans une acception très appauvrie du spéculatif, c'est-à-dire c'est l'homme qui regarde dans la nature le spectacle du monde. C'est ça le cosmothéoros. C'est ce que chez Saint Augustin il est défini comme de specula prospicere, c'est-à-dire regarder par la tour du champ de bataille ce qu'il arrive. Nous conclurons qu'il n'y a point, revenons sur le perspectivisme, qu'il n'y a point de lieu d'aucune chose au monde qui soit ferme et arrêtée, sinon en tant que nous l'arrêtons en notre pensée. Dépendance de la finitude, de la capacité cognitive, géométrique et mathématique du sujet, qui arrête, c'est-à-dire justement la position de repos comme position limite d'un mouvement infini dans un espace homogène et sans repère. C'est vraiment la révolution plus radicale de la science aristotélicienne, dans laquelle les choses devaient être en repos, dans laquelle l'espace il est déterminé par la matière. Ici, il y a un espace qui n'est pas déterminé par la matière, mais qui détermine la matière, dans lequel, justement, l'arrêt, il n'est pas l'état naturel des choses, mais une situation limite qui nous fixons dans notre pensée. Et c'est pour cela, pour l'effet de l'exhaustion de la matière, que Marion, à bon droit, parle d'ontologie grise. Ontologie grise parce qu'elle ne se déclare point, elle se dissimule dans un discours épistémologique, ce qu'on vient de voir.
mais surtout parce qu'elle porte sur la chose en tant qu'elle se laisse départir des zones ousia irréductibles, les qualités intrinsèques de la chose dans la physique aristotélicienne, pour lesquelles on avait des états naturels pour les choses, leur repos, pour prendre les visages d'un objet étant soumis entièrement aux exigences du savoir. C'est-à-dire, l'objet doit obéir à mon savoir. De la chose à l'objet. La chose peut se définir comme ce qui, fondamentalement, fait question, soutient donc aussi sa propre cause à partir d'elle-même. L'ontologie grise, parce qu'elle maintient la chose dans la grisaille de l'objet, témoigne donc de la griserie, de la hubris, de l'ego maître et possesseur du monde, réduit à l'évidence. Ça, c'est très fort comme expression, mais explique, comme Marion fait toujours, la radicalité de la révolution cartésienne. Ce n'est pas seulement quelque chose qui touche la peinture, mais par laquelle toute la révolution de la vision, de la géométrisation du regard, de l'optique, de la dioptrique, etc., est assumée à conscience constitutive d'une époque, c'est-à-dire paradigme. Et maintenant, on passe à la crise de ce genre de monde. Parce que la science, et aussi on peut dire la société, reconnaît la faillite irrémédiable de ce genre de monde, c'est-à-dire de cette construction progressive du monde. Une sorte de scène que nous composons comme un mosaïque et qui est censé être l'image, ou les mosaïques qui sont censés être complets. Les positivismes consistent à ça, c'est-à-dire à penser et à postuler que même dans une tâche infinie, l'image du monde en tant qu'image du monde possible soit justement possible. Il y a des ralentissements, il y a des problèmes scientifiques, mais en tout cas, on pense dans la science positive et constructive de l'époque moderne qu'il y a possibilité de déterminer l'image du monde. Comme il y a possibilité de déterminer les progrès infinis de l'humanité, etc., etc. C'est-à-dire l'idée qui passe par la perspective de la construction d'une scène du monde, de la construction géométrique d'un monde naturel, il est aussi assumé à la construction du monde social. À certains points, pas par hasard, les moments dans lesquels Heisenberg, 1942, il écrit ce genre de choses, le monde s'effondre par des résultats. Mais ce genre du monde, le monde qu'il était censé être le monde dont l'image peut être construite, il va s'effondrer. 1942, ce n'est pas nécessaire de mentionner les éléments historiques, mais c'est nécessaire de mentionner qui écrit sur cet événement historique, c'est-à-dire Werner Heisenberg, c'est ce qui représente la plus grande crise de la physique classique, même einsteinienne au sein de l'histoire, et aussi du point de vue du droit, une crise fondamentale du droit international. Donc, il y a un moment où le perspectivisme de l'époque moderne, c'est-à-dire ce qui a été travaillé par la perspective, ce qui a été travaillé par la réforme, pourquoi pas, après, avec la science moderne, avec la science du droit, etc., s'effondre, collapse. Les problèmes, il y a un autre. Le problème est maintenant, on passe à la seconde partie. Qu'est-ce qu'il faut faire? On avait une idée d'un monde géométriquement structuré et de la géométrie mathématique comme interface entre nous et le monde. Des tâches infinies de description. Maintenant que ce projet a été saisi comme une faillite, partielle ou radicale, ça dépend du jugement. Même qu'on a saisi que l'espace n'est pas un espace tridimensionnel réglé par une géométrie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que c'est la solution pour penser dans l'actualité le rapport entre les mathématiques et le monde aujourd'hui? Bien évidemment, non plus de façon perspective. Et on verra pourquoi. On prend comme suggestion pour passer à notre seconde partie, voilà. Merleau-Ponty. Les visibles et l'invisible, pas par hasard reliés à ce qu'on a vu de l'œil et l'esprit. Prendre pour modèle de l'être l'espace topologique. L'espace euclidien est le modèle de l'être perspectif, qui est tombé en crise.
C'est un espace sans transcendance, positif, réseau des droites, parallèles entre elles et perpendiculaires. Vous savez de Pierre de la Francesca, c'est une description philosophiquement impeccable et géniale, selon les trois dimensions, qui portent tous les emplacements possibles. Profonde convenance de cette idée de l'espace et de la vitesse du mouvement du temps, bien évidemment Descartes, et de l'ontologie classique de l'ens realissimum, de l'état infini. L'espace topologique, au contraire, milieu où se circonscrivent des rapports de voisinage, d'enveloppement, etc., est l'image d'un être qui, comme les taches des couleurs d'éclit, est à la fois plus vieux que tout et au premier jour, sur lesquels la pensée régressive bute sans pouvoir les déduire directement ou indirectement, par choix de meilleur, de l'être par soi, qu'il est un résidu perpétuel. Il y a beaucoup d'éléments dans cette phrase, Merleau-Ponty c'est un génie, donc on ne va pas tout commenter. On va prendre deux options philosophiques et on va en choisir une. Une option philosophique d'interprétation, c'est qu'en fait, cela soit une sorte de lapsus scala, mais en fait, c'est une intuition géniale de Merleau-Ponty, mais en fait, on ne sait pas comment la suivre. Bien évidemment, on a des études, si vous voulez, on a des études sur quoi tombe Merleau-Ponty par topologie quand il nomme ce genre de choses. Mais je ne vais pas en faire mention. En tout cas, on peut dire, bon, on prend l'espace topologique, on va faire, c'est une suggestion comme une autre. Mais et après, il y a toute la chose du rapport philosophique de la primauté, en fait, de sorte de résidu sur laquelle bute l'expérience. On ne va pas prendre ça, on va prendre justement pour moment de réflexion la première chose. Prendre pour modèle de l'être l'espace topologique. Est-ce qu'il est uniquement une sorte d'hypothèse de travail ou il a été plutôt une sorte d'anticipation géniale de ce qui va être dans nos jours? Et maintenant, je vais faire un peu vite parce que je crois qu'on n'a pas plus de temps. Donc, ça, c'est l'image, toujours pour revenir à l'art, ça, c'est l'image de ce multiversum qui n'a pas de régularité tridimensionnelle réglée, ça, c'est Escher, ok? D'un espace qu'il a éclaté par rapport à la régularité qu'on lui donne les règles géométriques. En fait, ce sont des paradoxes topologiques comme l'anneau de Möbius, etc., que Escher il reproduit continuellement. Mais on peut dire autre chose, on peut prendre un autre exemple de la mise en image géométrique du monde, telle que là, elle a travaillé, mais non seulement là, aussi la géométrie. Ça, vous connaissez qu'est-ce que c'est? Fractal. Des fractales. Qu'est-ce qu'ils sont des fractales? C'est des formes fines, enfin des formes. Lorsqu'on fait un zoom, ce sera toujours la même chose. Oui, en fait, ce sont des formes qui se reproduisent algorithmiquement par autosimilarité. Mais le problème, c'est pourquoi elles s'appellent fractales? Hein? Parce qu'ils ont une dimension qui n'est pas entière. Réfléchissons sur Descartes. Parce qu'ils ont une dimension qui n'est pas entière. C'est-à-dire ce qu'il a été appelé aujourd'hui la mathématique de la nature. Parce que si vous voyez non seulement la modélisation de la complexité, mais la modélisation aussi de l'autosimilarité, de la genèse des plantes, aussi, moi j'ai vu des colloques avec Mandelbrot et sur Mandelbrot, de la distension, de la dilatation de la matière obscure, on utilise la géométrie fractale pour la modéliser. On appelait ça la géométrie la nouvelle géométrie de la nature. Vous pensez à imaginer une dimension qui n'est pas entière. On a tellement assimilé l'idée cartésienne qu'on n'arrive pas à penser une dimension qui ne soit pas entière. Parce que justement, si les fractales ils sont des fractales, c'est parce que les axes que nous avons représentés de Descartes, ils vont se fragmenter à l'infini. Et donc les coordonnées aussi, ils vont se complexifier selon la fragmentation. Donc c'est pas ça, ce sont des jeux de calembours mentaux sur lesquels on ne va pas se mettre. On va voir un autre rapport. Ce qu'il est arrivé, grosso modo, c'est une présentation hyper grossière, à la géométrie en mathématiques, à la fin de cette idée des sciences perspectives et des sciences classiques. La première grande crise des mathématiques. Bernard Riemann, la théorie des multiplicités.
On a déjà mentionné les multiplicités. C'est-à-dire, l'espace, il n'est pas tridimensionnel, il n'est pas nécessairement tridimensionnel ni linéaire, ou peut-être pluridimensionnel et non linéaire, ou tridimensionnel et non linéaire, comme les espaces hyperboliques. Ça, c'est la vraie crise des fondements des sciences, et c'est pas pour répondre à ça et à ces problèmes-là que des gens comme Frege et des gens comme Husserl, ils développent leur philosophie. Georg Cantor, l'infini, ce n'est pas simple. Il n'y a pas un infini simple. Il y a des cardinalités transfinies, c'est-à-dire il y a plusieurs cardinalités d'infini. On est au début, à la fin du 19e, au début du 20e siècle. 1930, les systèmes de détermination du monde par la géométrie qui est réduite à la théorie des ensembles, qui est réduite à l'arithmétique du premier ordre, c'est incomplète. Fractal, les dimensions de l'espace, que déjà Riemann il avait relativisé radicalement, Riemann, Lobachevsky, ils peuvent être aussi fractales. On va penser des monstres topologiques ou géométriques. Après, la théorie des catégories. Généralement, on pense la localité des transformations entre différents systèmes ou différentes formes de mathématiques et de géométrie sans penser l'unicité du modèle de la mathématique et de la géométrie. C'est-à-dire, avec ces trois, après avoir été chassé du paradis des Cantor, on prend justement conscience du fait que c'est mieux de penser la localité des systèmes mathématiques et non l'absolu d'une mathématique complète. Revenons un moment pour poser la question de la géométrie des mondes à la fenêtre. Parce qu'il y a deux exemples de fenêtres qui vont être très très intéressantes. Vous pensez à la fenêtre, ok? La fenêtre de la perspective. Si, c'est un expériment mental très banal, mais je l'ai fait avec mes étudiants, en tout cas. Quand vous pensez une fenêtre aujourd'hui par laquelle vous voyez les mondes, quelle fenêtre vous pensez? Ce n'est plus la fenêtre de la transparence absolue du monde. Pensez peut-être dans une autre langue. C'est ça, la fenêtre dans laquelle aujourd'hui on voit le monde. Ça peut paraître banal, une sorte de boutade comme ça, mais ce n'est pas si banal que ça, parce qu'en fait, les modèles qui sont derrière ce qu'on appelle l'ontologie du cyberspace, ce sont justement des modèles qui peuvent être articulés uniquement en rompant, en cassant l'idée des géométries et du rapport des géométries et les mondes, qui a été esquissé par ces résultats négatifs de la science classique. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à penser des rapports entre des ontologies plurielles, des databases, sans avoir brisé l'image d'un monde, d'un espace uniforme qui c'est derrière ça, parce que ça, c'est une interface. C'est comme la perspective, c'est une forme symbolique de quelque chose de plus massif. Et la chose de plus massive aujourd'hui, c'est ça, c'est un peu la truc modélé à la Matrix, mais en fait, c'est ça. Matrix, c'est un film hautement cartésien. C'est un film philosophique. Et platonicien, on peut dire. C'est ça, en fait, on a l'étalement du réel tel que peut-être compris aujourd'hui, ici peut-être compris, dans une forme de géométrie hyper complexe qui échappe à toute systémation et unification d'homogénéisation telle qu'on pouvait la penser à l'époque moderne, tel qu'il était les postulats de la géométrie moderne. Si c'était, comme pour vous, encore une boutade, on va faire un autre pas et après on va s'arrêter. On prend la révolution de la complexité, c'est-à-dire la science telle qu'on l'a fait depuis 40 ans. Okay? Système organique, écosystème, crise économique, migration, tout vient modéliser, tout vient penser comme complexité. Il y a un mec qui, dans un paper de célébration de Norbert Wiener, il écrit True Complexity and its Associated Ontology, ce qui nous intéresse. Mathématiques, monde. La mathématique complexe du monde, décrite par la complexité d'algorithmes, par exemple fractaux, et l'ontologie associée. On est toujours dans le couplage mathématiquement. Bon, on a une emergence of complexity occurs in terms of function, simple structure, causally underlying functioning of more complex structure, development,
Evolution. A universe region containing no complex system evolving to one containing billions of them, each occurring with very different time scales. Pas uniformité du temps, pas uniformité de la matière, parce qu'en fait l'espace il va se fractaliser lui-même, parce que justement un système complexe un système simple, une région de l'univers qui ne comprend pas la complexité, devient les conteneurs des billions de systèmes complexes qui interagissent selon une géométrie différente. Bon, on peut passer. On a des niveaux ontologie multiples. Dès qu'on reste des niveaux ontologie multiples, on peut encore penser de façon classique. Parce que si vous voulez, on fait une sorte de layer cake ontologique et on pourrait certifier ça. Complex systems are characterized by hierarchical structure delineating but complexity and causality with different levels of order, relational hierarchy to each level of the structural hierarchy. Ok, on pourra même façonner une ontologie à la Hartmann dans laquelle il y a une hiérarchie ontologique, mais après il y a quelque chose qu'on ne peut pas penser. C'est la modularité ontologique. These hierarchical structures are modular, c'est-à-dire il n'y a pas une géométrie fixe. C'est une sorte de non-commutativité, c'est-à-dire il n'y a pas une géométrie fixe. J'observe un système, je regarde le système après, et les ontologies ou les hiérarchies, ils ont changé de façon modulaire. On est presque dans un univers ou dans une image géométrique de l'univers qu'on n'arrive pas à saisir avec l'imagination. Made up by structural combination of simpler lower level components with their unstate variables incorporating encapsulation des espaces qui rentrent dans les autres, des modèles, des formes qui s'enchevêtrent avec les autres. Inheritance enabling reuse and modification. Le problème, c'est ça, le problème actuel. How to model all this? There are two approaches to quantitative modeling of hierarchical system emergent as property that must be useful. Et ici, si vous voulez, on a affaire avec des mathématiques hyper complexes, avec interplay of components, mathematical models of specific subsystems, networks, etc., etc. Or, ça c'est la question, c'est le status questionis du rapport de géométrie et du monde par rapport d'un modèle qui n'est plus un modèle géométrique univoque, mais c'est un modèle où sont des ensembles de géométrie modulaire des modèles proliférants. Le problème, c'est, je vais sauter toute la partie spéculative, le problème, c'est, sommes-nous capables aujourd'hui d'une proté-épistémée, c'est-à-dire d'une sens première, d'une pensée première, qui puisse supporter une telle tâche spéculative? À mon avis, c'est ça le problème qu'aujourd'hui, cette prolifération et cette brisure de symétrie entre mathématiques et monde, parce qu'il s'agit bien d'une brisure de symétrie métathéorique, on n'a pas un monde décrit par une mathématique, pose à la pensée. Et je vous remercie. Bien évidemment, j'ai sauté la partie philosophique parce que... Ben, il nous reste peu de temps, donc si vous avez une question, il faut donner tout de suite. J'ai une petite question par rapport vous avez dit qu'il n'y avait pas d'infiniment petit ni d'infiniment grand dans la pensée de la Grèce antique. Et il me semble que la découverte de la diagonale du carré était justement cette découverte de l'infiniment petit dans les mathématiques. Non, parce que, il y avait l'impossibilité de trouver un arrêt. Oui. C'est pas l'infiniment petit, ce n'est pas une positivité. C'est comme l'apeiron. Il y avait l'apeiron. C'est d'ailleurs que l'atomisme classique de Démocrite, c'est l'hypothèse philosophique alternative à celle de Platon, et tous les deux veulent répondre à cette impossibilité, mais c'est une impossibilité qui fait scandale. C'est une impossibilité qui doit être refoulée par justement la finitude du monde, par l'atomisme, un atomisme qui est un atomisme tout d'abord ontologique, mais c'est justement l'inversion du fait. Ce qui fait scandale par une époque où l'objectivité, en toutes sortes, l'objectivité mathématique, l'objectivité vient avant la construction,
s'il a fait plus scandale par une époque, par un paradigme, par la science moderne, dans laquelle la construction dit que s'il est possible de diviser à l'infini, cet infini existe, l'infiniment petit. Point. Le problème, c'est justement l'exhaustion de toutes sortes de supports ontologiques, soient-ils visibles, soient-ils invisibles, dans la science, qui se traduit pour des purs rapports quantitatifs. Et justement, c'est ça. Si vous pensez à Galilée, plusieurs expériments mentaux de Galilée, choses comme ça, personne, et il le dit très bien, Etienne Klein, dans ses exposés sur Galilée, il dit toujours cette formule, que Galilée, il passe par l'impossible pour déterminer les possibles. Galilée, déjà le lancement de deux pierres comme ça, c'est quelque chose de complètement fabuleux, mais elle démontre que nous allons au-delà, dans la formulation de l'expériment lui-même par la pensée, au-delà du visible, et posons que juste parce que nous pouvons construire la situation, par exemple, nous pouvons construire une situation dans laquelle par un point puisse de direct à infini, les points, il est infiniment petit. Non seulement on s'en scandale, mais en faisant de ces postulats de constructibilité la règle générale de détermination de tous les visibles. Donc c'est vraiment un switch gestaltique en fait, par rapport à la science ancienne, qui n'est pas constructive, tout d'abord. La construction géométrique des figures, ou même toutes sortes de platonisme mathématico-géométrique dans l'époque ancienne, reconnaît la construction comme une forme en fait d'heuristique pour trouver des rapports de choses qui sont dans la chose elle-même, dans les idées, dans la nature, des choses comme ça. Donc justement, et non par hasard, si vous considérez quels sont les protagonistes du premier dialogue, de la première forme d'élaboration de la théorie de la connaissance chez Platon. Théétète et Diodore, les gens qui ont découvert la chose. L'idéalisme platonicien, je ne vais pas brutaliser Platon, on peut dire, après les Parménides, comme je cite là, après les théétètes, après la découverte des infinitésimaux, des irrationnels, il se pose une question qui est encore plus forte et urgente que celle de la doctrine des idées, d'ancrer la mobilité du réel à quelque chose. Mais vous voyez bien que ce n'est pas la construction, c'est l'ancrage aux idées ou à la canonie atongène dans les sophistes, dans lesquels justement Théétète joue un rôle heuristique, mais en tout cas, il n'y a pas d'acceptation sans scandale de quelque chose de conçu solamente qui peut donner le chiffre au réel. Tandis que solamente, c'est le motto galiléen de fondation de la science moderne. J'ai passé à côté du sel, en fait, il avait une colle sur les prolégomènes, mais la mathèse universelle sur le sel, mais je ne peux pas, tout simplement. Je me demande quelle serait la place du sublime mathématique kantien dans le perspectivisme, s'il y a une possibilité de l'inscrire. En quel sens c'est les sublimes mathématiques kantiens? C'est sur la considération des choses grandes et... le ipsos. Le ciel, par exemple. Le ipsos. Oui. Le ciel, par exemple, on l'estime beau parce que dans ses proportions, par rapport à moi, c'est extrêmement plus développé. Donc c'est vraiment très proportionnel, très précis. Vous croyez que ça, c'est sur les sublimes anciens, ou qu'il ne soit pas la superposition de l'analytique kantien? Kantien, je parle de Kant. Ok, oui. Justement, oui. Non, parce que moi je vais demander ça. Mais non, je parle de... Comment dire il décante de l'analytique du sublime. Oui, c'est ça. Quels seraient les nouveaux sublimes qu'en fait on n'arrive même pas à les comprendre rationnellement, donc c'est encore plus sublime et monstrueux parce que non seulement on n'arrive pas à les comprendre par l'imagination, par la faculté de poser ensemble toutes les parties de l'imagination dans une représentation concrète, ce qui est l'échec du sublime, mais souvent qu'il échappe aussi la raison elle-même. Parce que dans le sublime, il y a un jeu négatif et positif, c'est-à-dire la mise en échec des facultés de détermination du sensible active la faculté rationnelle qui me rend
capable de me dire d'être quelque chose qui excède la monstruosité, l'infinie dangerosité, la grandeur du visible, parce que je suis le porteur d'une valeur morale. Donc il y a une double chose. Là, peut-être c'est encore plus sublime dans les formes de ipsos, du pseudologine, c'est-à-dire il excède même pas la capacité de compréhension des raisons. Je ne voudrais pas faire des discours esthétiques, mais c'est vrai qu'il y a une impression d'incapacité complète, surtout aujourd'hui, d'arriver à comprendre par la raison, c'est-à-dire par un projet de construction de la compréhension, ce qu'il est aujourd'hui, cette multidimensionnalité croisée, enchevêtrée, et pliée sur elle-même, qui donne parfois des paradoxes. Je ne dis pas que nous ne sommes pas en mesure d'arriver à construire une thèse universaliste qui puisse comprendre ça. Je dis que la première impression, c'est l'impression d'une désorientation encore plus grande que celle du contemplateur du sublime kantien, qui, si vous voulez, est le même du contemplateur de l'eucharisme. C'est-à-dire, le problème, c'est la contemplation esthétique du sublime, il y a quand même un support sensible. Et la possibilité cognitive de mettre ensemble le support sensible, c'est-à-dire de donner l'unité des mesures telle pour mesurer ça, schématisme et doctrine du sublime ancienne, laisse éveiller la raison. C'est pour ça que le ciel étoilé renvoie à la loi morale. Le problème, c'est que maintenant, on a un ciel étoilé qui, bien évidemment, esthétiquement, c'est le même, mais la saisie d'une telle multiplicité, ou des multiplicités, peut bien empêcher la raison de s'éveiller. Ça, c'est pour être la vision pessimiste. Pour moi, ça n'empêche pas la raison de s'éveiller. Il doit faire uniquement ce qu'aujourd'hui on ne fait pas, un effort de travail et de compréhension. Parce que si vous voulez, les cataclysmes qui ont été générés par la découverte des colons et par la réforme protestante à l'époque moderne, il ne faut pas croire qu'il soit quelque chose qui soit passé sans douleur dans l'esprit des hommes. C'est-à-dire c'était le cataclysme par excellence d'un monde qui s'effondre. Aujourd'hui, nous, on ne vit pas ça. Parce que justement, on a une chance que même s'il n'arrive pas à comprendre toute cette complexité, il fait des pas en avant. Le problème, c'est que sans complément d'une pensée spéculative qui met ensemble cette vision, on ne va pas y arriver, que par les moyens d'accumulation positive des descriptions locales. Ben, malheureusement, c'est l'heure. Donc je vous remercie encore infiniment d'être venu. C'était très bien. Merci beaucoup. Merci.